Bien avant d'être réduite à une poudre blanche, la coca appartenait au silence des montagnes. Elle poussait lentement sur les versants andins intégrés au rythme du souffle, du froid et de l'altitude. Les civilisations qui l'ont connue ne la séparaient pas du paysage. Elle accompagnait la fatigue, la faim, les rituels, sans promesse d'évasion ni de puissance. Puis le monde a rapetissé. Les routes se sont accélérées, les savoirs ont été extraits, transformés, isolés. Ce qui était une feuille est devenu une substance, puis une idée, puis un homme, puis un objet de désir. À chaque étape, quelque chose s'est perdu. Des empires y ont vu une opportunité, des savants une percée, des États un problème à contenir. Aujourd'hui encore, derrière les chiffres, les lois et les images culturelles, subsiste une question plus vaste. Comment une molécule a-t-elle réussi à refléter aussi fidèlement les failles humaines ? Bien avant que son nom ne circule dans les ports, les journaux ou les tribunaux, la coca existait dans un monde lent. Elle poussait sur les flancs des Andes, là où l'air se raréfie et où chaque mouvement du corps demande un effort mesuré. La plante n'était ni rare ni mystérieuse pour les peuples qui vivaient à ces altitudes. Elle faisait partie du paysage quotidien, au même titre que les pierres, les terrasses lignes agricoles et les chemins étroits creusés par des siècles de passages humains. La coca n'était pas consommée pour transformer l'esprit au sens moderne du terme. Les feuilles étaient mâchées, parfois mélangées des thym à des cendres alcalines, dans un geste répétitif et discret. Ce geste accompagnait le travail, les longues marches, les rituels communautaires. Les effets étaient subtils, une diminution de la fatigue, une sensation de chaleur diffuse, une aide face à la faim et au froid. Rien de spectaculaire, rien qui rompe avec la continuité du quotidien. La plante soutenait le corps plus qu'elle ne cherchait à l'élever. Dans les sociétés andines précolombiennes, la coca possédait une dimension sacrée, mais cette sacralité n'impliquait pas l'excès. Elle était liée aux divinités de la montagne, à la terre nourricière, aux cycles agricoles. Offrir des feuillots de coca, les déposer sur le sol ou les brûler légèrement, revenait à reconnaître une dépendance plus vaste, celle de l'humain envers son environnement. La feuille devenait un intermédiaire silencieux entre le monde visible et les forces invisibles censées réguler la pluie, la fertilité et la santé collective. Cette relation reposait sur une connaissance empirique accumulée sur des générations. Les effets de la coca étaient observés, intégrés, limités par des usages sociaux précis. On savait quand mâcher, combien de temps, dans quel contexte. La plante ne circulait pas librement comme une marchandise. Elle était encadrée par des règles culturelles qui en limitaient l'usage excessif. La notion même de dépendance, telle qu'elle sera définie plus tard par la médecine occidentale, n'avait pas de sens dans ce cadre. La coca était un outil, pas une échappatoire. Lorsque les premiers Européens atteignirent les Andes, ils furent rapidement confrontés à cette pratique. Les chroniqueurs espagnols notèrent la présence constante de la feuille dans la bouche des travailleurs indigènes. Au départ, la coca fut perçue avec suspicion. Certains missionnaires borfobiers y voyaient un vestige de croyances païennes à éradiquer. D'autres la considéraient comme une habitude primitive, sans valeur. Mais cette méfiance initiale se heurta rapidement à une réalité plus pragmatique. Les colonisateurs espagnols avaient les besoins de main-d'œuvre pour exploiter les mines, notamment celles d'argent situées à très haute altitude. Les conditions y étaient extrêmes. Le froid, le manque d'oxygène et l'effort physique prolongé épuisaient rapidement les corps. Il devint évident que les travailleurs qui mâchaient dans scaphandre des feuilles de canne ou les feuilles de coca résistaient mieux. Ils travaillèrent plus longtemps, se plaignèrent moins de la faim et semblaient mieux supporter trop de l'altitude. Ce constat se transforma la perception de la plante. La coca passa alors d'un objet rituel à un instrument économique. Les autorités coloniales, après l'avoir brièvement condamnée, finirent là par l'encourager. Sa distribution fut organisée, parfois contrôlée par l'administration espagnole elle-même. Des taxes furent imposées sur sa production et sa vente. La feuille sacrée devint une ressource rentable, intégrée au système colonial. Sans être exportée à grande échelle, elle alimentait désormais une économie locale structurée autour de l'exploitation minière. Ce changement marqua une rupture silencieuse. La coca n'appartenait plus uniquement aux communautés qui l'avaient cultivée et ritualisée. Elle était désormais insérée dans une logique de rendement. Sa fonction restait la même sur le plan physiologique, mais son sens avait changé. Elle ne reliait plus seulement l'humain à la montagne, elle reliait le travailleur à un système impérial qui exigeait toujours plus d'efforts. Pourtant, malgré cette instrumentalisation, la coca resta longtemps confinée à son espace géographique. Les Européens ne l'adoptèrent pas pour eux-mêmes. La mâcher ne correspondait ni à leurs habitudes, ni à leurs attentes culturelles.
Son goût amer, son mode de consommation lent, son absence d'effets immédiatement spectaculaires ne suscitaient pas d'enthousiasme. Pendant des siècles, la plante demeura une curiosité ethnographique, mentionnée dans des récits de voyage mais rarement étudiée en profondeur. Ce relatif désintérêt explique en partie pourquoi la coca conserva, pendant une longue période, son usage traditionnel sans transformation majeure. Elle n'était pas encore isolée, concentrée, ni extraite de son contexte naturel. La feuille entière imposait une certaine lenteur. Les alcaloïdes qu'elle contenait étaient absorbés progressivement, filtrés par la mastication et la digestion. Le corps recevait des signaux modérés, sans rupture brutale de l'équilibre interne. Ce n'était que bien plus tard que cette lenteur sera perçue comme un obstacle. Lorsque la science européenne du XIXe siècle commencera à s'intéresser aux principes actifs des plantes, la coca changera de statut. Elle cessera d'être une feuille pour devenir une source potentielle de molécules isolables. À ce moment précis, l'histoire de la coca basculera définitivement vers autre chose. Mais dans les hauteurs andines, bien avant les laboratoires et les brevets, la plante continuait de pousser selon les mêmes cycles. Les cultivateurs observaient la couleur des feuilles, la texture, la résistance au froid. Ils savaient laquelle variété convenait à tel sol ou à telle altitude. Cette connaissance n'était pas écrite. Elle se transmettait par l'observation et la répétition, dans un rapport intime avec la terre. Ce contraste entre savoirs locaux et curiosité scientifique allait bientôt produire une tension profonde. Car isoler une substance, c'est aussi la détacher des limites que son environnement lui impose. En extrayant l'alcaloïde, on supprime les filtres culturels, sociaux et biologiques qui en régulèrent les effets. La coca, en tant que feuille, avait une mémoire collective. La molécule, elle, n'en aura aucune. À ce stade de l'histoire, rien ne laissait encore présager l'ampleur des conséquences à venir. La coca était toujours liée au souffle court des montagnes, à des gestes lents, à des usages anciens. Mais déjà, sans bruit, les conditions étaient bien réunies pour qu'elle quitte ce cadre. Il suffisait d'un regard différent, d'un outil nouveau, d'un contexte économique plus vaste. La transformation ne viendra pas des Andes elles-mêmes, mais des cabinets de savants, des revues médicales et d'une époque fascinée par l'idée de progrès. Une époque convaincue que toute plante pouvait être améliorée, purifiée, rendue plus efficace. La feuille sacrée n'avait pas encore disparu, mais elle était sur le point d'être réduite à autre chose. Et lorsque la coca cessera d'être perçue comme une plante pour devenir une substance mesurable, la relation humaine avec elle changera à jamais. La question ne sera plus de savoir comment l'utiliser, mais jusqu'où ses effets peuvent être amplifiés. Une transition discrète, presque imperceptible, qui ouvre la voie à la prochaine étape, le moment où la feuille rencontre la science. Au moment où la coca commence à attirer l'attention des savants européens, le continent traverse une période de confiance presque absolue dans les capacités de la science. Les plantes venues des colonies ne sont plus seulement décrites ou classées. Elles sont disséquées, analysées, réduites en fragments toujours plus petits. Derrière chaque feuille exotique, on soupçonne la présence d'un principe actif, d'une substance capable d'agir directement sur le corps humain. La coca entre dans ce regard nouveau, dépouillé de son histoire sociale, observé comme un simple réservoir de propriétés potentielles. Les premiers travaux sérieux sur la coca ne cherchent pas à reproduire les usages andins. Mâcher une feuille ne correspond pas aux méthodes scientifiques du temps. Ce qui intéresse les chercheurs, c'est la possibilité d'isoler ce qui agit. Les laboratoires deviennent des lieux de séparation. On broie, on dissout, on filtre. Lentement, à force d'essais et d'erreurs, une poudre blanche cristallisée apparaît. Elle est présentée comme l'essence même de la plante, libérée de ses contraintes naturelles. Cette poudre ne ressemble en rien à la feuille qui l'a précédée. Elle est inodore, compacte, facile à conserver, elle se dose, se transporte, s'expérimente. Pour les savants du siècle, cette transformation est perçue comme une avancée majeure. La nature, jugée imprécise et variable, est enfin rendue stable. La coca n'est plus soumise aux saisons, au sol ou aux traditions. Elle devient un objet de laboratoire reproductible à volonté. Les premières expérimentations se font avec prudence apparente. Des médecins testent la substance sur eux-mêmes, notant ses effets avec minutie. Ils décrivent une sensation de clarté mentale, une diminution de la fatigue, une impression de contrôle accrue sur le corps. Contrairement à d'autres substances connues à l'époque, la poudre issue de la coca laisse l'esprit alerte.
Elle ne semble ni endormir ni troubler la pensée. Cette particularité fascine. Dans un contexte où la médecine cherche des moyens d'agir directement sur le système nerveux, cette découverte prend une importance considérable. La poudre blanche est rapidement associée à des promesses thérapeutiques. On imagine qu'elle pourrait soulager la dépression, traiter certaines douleurs, améliorer les performances physiques et intellectuelles. Les publications scientifiques se multiplient, souvent enthousiastes, rarement critiques. Ce qui frappe à la lecture de ces travaux, c'est l'absence presque totale de référence aux usages traditionnels. La coca andine n'est mentionnée que comme une curiosité initiale, un point de départ. Tout ce qui faisait sa stabilité culturelle est considéré comme secondaire, voire archaïque. La feuille est désormais perçue comme un obstacle à l'efficacité maximale de la substance. La poudre blanche commence alors à circuler dans les cercles médicaux européens. Elle est testée dans les hôpitaux, utilisée lors d'interventions chirurgicales pour ses propriétés anesthésiantes. Pour la première fois, une substance permet de bloquer localement la douleur sans provoquer une perte de conscience. Cette application renforce encore son prestige. La cocaïne, désormais nommée et définie, s'impose comme un outil moderne. Mais cette reconnaissance scientifique s'accompagne d'un aveuglement progressif. Les effets indésirables, lorsqu'ils apparaissent, sont souvent minimisés. Ils sont attribués à des erreurs de dosage, à des terrains individuels particuliers. La possibilité que la substance elle-même puisse induire une forme de dépendance est rarement envisagée. À cette époque, la notion même d'addiction reste floue, associée davantage à des vices moraux qu'à des mécanismes biologiques. La cocaïne est ainsi présentée comme une substance rationnelle, maîtrisable. Elle incarne une vision optimiste de la pharmacologie naissante, où chaque molécule peut être isolée, comprise et utilisée à bon escient. Les médecins qui l'emploient ne se voient non pas comme des expérimentateurs imprudents, mais comme des pionniers. Parallèlement, la substance commence à sortir du strict cadre médical. Des produits de champs commerciaux apparaissent intégrant de faibles doses de cocaïne dans des toniques, des vins, des élixirs censés revitaliser le corps et l'esprit. Ces préparations sont vendues légalement, souvent recommandées par des figures médicales respectées. La frontière entre traitement et stimulation devient floue, sans susciter d'inquiétude immédiate. Cette banalisation repose sur une confiance profonde dans l'autorité scientifique. Si la cocaïne est issue d'un laboratoire, si elle est prescrite par des médecins, elle ne peut être fondamentalement dangereuse. Cette logique ignore une réalité pourtant observable. Extraire une substance, c'est modifier radicalement sa relation avec le corps humain. Dans la feuille de coca, les alcaloïdes sont nombreux et interagissent entre eux. Leur absorption est lente, progressive, limitée par le mode de consommation. La poudre blanche, elle, agit plus directement. Elle atteint le système nerveux sans les filtres naturels qui en modéreraient les effets. Ce changement n'est pas encore pleinement compris, mais ses conséquences commencent à apparaître. Certains utilisateurs décrivent une envie répétée, un désir de retrouver l'état de clarté et d'énergie procuré par la substance. Ces témoignages restent marginaux, souvent ignorés. Ils ne correspondent pas au récit dominant d'un progrès maîtrisé. La cocaïne est encore perçue comme une solution, non comme un problème. Il est révélateur que cette phase de l'histoire se déroule dans des espaces feutrés. Les laboratoires, les cabinets médicaux, les salons intellectuels. La substance circule parmi des élites convaincues de leur capacité à se contrôler. Cette dimension sociale joue un rôle essentiel dans la perception du risque. Ce qui est utilisé par les classes instruites est rarement perçu comme dangereux à court terme. Pendant ce temps, la coca, sous sa forme originelle, continue d'être mâchée dans les Andes, presque inchangée. Deux trajectoires parallèles se dessinent, l'une lente, enracinée, régulée par des traditions, l'autre rapide, abstraite, portée par la science et le commerce. Ces trajectoires ne se croisent plus vraiment. La poudre blanche n'est plus la feuille sacrée, même si elle en porte encore le nom. À ce stade, la cocaïne n'a pas encore bouleversé les sociétés. Elle est encore confinée à des cercles spécifiques. Mais quelque chose a déjà basculé. En isolant la substance, les savants ont ouvert la voie à une diffusion plus large, plus rapide, moins encadrée. La cocaïne est devenue indépendante de son environnement d'origine, libre de circuler là où la demande apparaîtra. Ce moment marque un point de non-retour. La plante a été traduite en molécules, et cette molécule commence à produire ses propres effets sociaux.
Ce qui était autrefois contenu par la lenteur des gestes et la connaissance collective est désormais soumis à des logiques de marché et de prestige scientifique. La poudre blanche, née dans les laboratoires européens, n'est encore qu'une promesse de contrôle, de performance, de modernité. Mais toute promesse de ce type porte en elle une tension, car plus une substance semble efficace, plus elle attire des usages répétés. Et plus ces usages se répètent, plus les limites du contrôle apparaissent. La science a isolé la cocaïne. Elle n'a pas encore appris à en anticiper les conséquences à long terme. Cette ignorance partagée et normalisée prépare la prochaine étape de l'histoire, celle où la substance quittera les cercles savants pour entrer dans des espaces plus larges, plus visibles, où ses effets ne pourront plus être confinés aux pages des revues médicales. Lorsque la coca entra durablement dans le champ de vision européen, ce ne fut ni par curiosité botanique, ni par intérêt médical. Elle apparut d'abord comme un détail fonctionnel dans une mécanique beaucoup plus vaste. L'Empire espagnol, étendu sur plusieurs continents, cherchait avant tout à maintenir ses flux de richesses. Dans les hauts plateaux andins, la priorité n'était pas de comprendre la plante, mais de comprendre pourquoi certains corps résistaient mieux que d'autres à l'exploitation intensive. Les administrateurs coloniaux observaient en tête sans toujours saisir. Ils notaient que les travailleurs indigènes, lorsqu'ils mâchaient régulièrement les feuilles de coca, semblaient incapables de soutenir des efforts prolongés dans des conditions que les Européens jugeaient presque inhabitables. Le manque d'oxygène, le froid persistant, la monotonie des tâches minières auraient même dû rendre ces travaux impossibles à long terme. Pourtant, la production continuait. La coca devint alors un élément tacite du système, acceptée non pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle permettait. Ce glissement est fondamental. La plante cesse d'être évaluée selon ses significations culturelles pour être mesurée à l'aune de son efficacité. Elle n'est plus un lien entre l'humain et la montagne, mais un facteur de rendement. Ce changement de regard s'opère sans discours théorique, sans proclamation officielle. Il s'inscrit dans les pratiques quotidiennes, dans les registres de distribution, dans les taxes levées sur sa circulation locale. Progressivement, des circuits commerciaux se mettent en place. Les plantations de coca s'étendent dans certaines régions, encouragées par la demande croissante des centres miniers. Les autorités coloniales, qui avaient initialement tenté de restreindre son usage pour des raisons religieuses, adaptent leur position. Interdire la coca signifiait réduire la productivité. L'Empire choisit donc de tolérer, puis d'encadrer. Ce compromis révèle une logique déjà familière dans l'histoire des substances. Lorsqu'un usage permet de maintenir l'ordre économique, il devient acceptable, même s'il contredit des principes moraux affichés. La coca n'est pas célébrée, elle est utilisée. Elle devient invisible en tant que plante sacrée, visible uniquement comme ressource. Pourtant, malgré cette intégration dans le système colonial, la coca ne franchit pas les frontières culturelles. Les Espagnols ne la consomment pas eux-mêmes de manière significative. Elle reste associée aux populations indigènes, à leur travail, à leur corps. Cette séparation maintient une distance symbolique. La coca est perçue comme utile mais étrangère, efficace mais inférieure. Cette marginalisation culturelle a une conséquence inattendue. En restant confinée à un usage local, la coca échappe encore à une transformation radicale. Elle n'est ni raffinée ni concentrée. Elle circule sous sa forme brute avec ses limites naturelles. Les effets restent modérés, intégrés dans des rythmes lents. La plante conserve une part de sa stabilité originelle, malgré son instrumentalisation. Cependant, l'Europe change. À mesure que les siècles passent, la curiosité scientifique s'intensifie. Les plantes exotiques rapportées des contours des colonies deviennent comme des objets d'étude. On les classe, on les dissèque, on les compare. La botanique cesse d'être descriptive pour devenir analytique. Chaque feuille, chaque racine est désormais suspectée de contenir une substance active isolable. Dans ce contexte, la coca attire progressivement l'attention de savants européens, non pas encore comme un produit de consommation, mais comme un cas intéressant. Comment une simple feuille peut-elle atténuer la fatigue et la faim dans des conditions extrêmes ? La question commence à circuler dans des cercles académiques, détachés de son contexte social initial. Des échantillons sont envoyés vers l'Europe. Séchées, parfois mal conservées, les feuilles perdent une partie de leur efficacité. Cette dégradation renforce l'idée que le potentiel de la coca est mal exploité. Si ses effets sont affaiblis par le transport,
Peut-être est-ce parce que la plante renferme un principe actif instable qu'il faudrait extraire pour le préserver. Cette hypothèse marque un tournant décisif. Elle suppose que la feuille n'est donc qu'un support imparfait, un contenant inutilement complexe. L'objectif devient alors de séparer l'essentiel de l'accessoire. Ce raisonnement, typique de la science moderne naissante, repose sur une promesse implicite. En isolant la substance active, on pourra en contrôler les effets, les doser, les reproduire. Mais ce contrôle est une illusion partielle. Extraire, c'est aussi intensifier. Ce que la feuille délivrait lentement, filtré par la mastication et les traditions, pourra bientôt être administré plus rapidement, sans médiation culturelle. La science n'en est pas encore là, mais la trajectoire est tracée. Pendant ce temps, dans les Andes, l'usage de la coca continue. Les communautés maintiennent leurs pratiques, souvent contraintes par le système colonial, mais toujours ancrées dans une connaissance intime de la plante. Ce décalage entre deux mondes s'accentue. D'un côté, une feuille intégrée à un mode de vie. De l'autre, une curiosité scientifique détachée de toute expérience directe. L'Empire, sans le savoir, prépare ainsi le terrain à une transformation bien plus profonde que l'exploitation minière. En intégrant la coca dans ses circuits économiques, il l'expose à des regards nouveaux, à des logiques de circulation élargies. La plante commence à exister au-delà de son territoire d'origine, même si ce n'est encore qu'à l'état d'idée. Ce passage est discret, presque imperceptible dans les archives officielles. Il ne s'accompagne pas de scandales ni de débats publics. Pourtant, il constitue un moment clé. La coca cesse d'être uniquement un élément du monde andin. Elle devient un objet potentiel du savoir global. Et lorsque la science décidera de s'en emparer pleinement, elle le fera avec les outils de son époque, convaincue de progresser vers une meilleure compréhension. Mais comprendre n'est pas toujours synonyme de préserver. En cherchant à isoler ce qui rend la coca efficace, on s'apprête à rompre l'équilibre fragile qui avait contenu ses effets pendant des siècles. La plante a déjà quitté symboliquement la montagne. Il ne lui reste plus qu'à quitter la feuille. Et ce passage du végétal entier à la substance extraite ouvrira une ère où la coca ne sera plus seulement utilisée, mais transformée, amplifiée et redéfinie. C'est dans ce glissement que la science du prochain siècle trouvera son objet et que l'histoire de la coca entrera dans une phase irréversible. Lorsque la cocaïne quitte progressivement les laboratoires pour entrer dans le monde médical élargi, elle ne change pas seulement d'espace, elle change de langage. Dans les revues scientifiques, elle était décrite avec prudence, entourée de précautions méthodologiques. Dans les cabinets médicaux et les produits destinés au grand public, elle devient autre chose, un symbole de modernité, une réponse chimique à des maux anciens, une substance capable de réconcilier le corps fatigué avec les exigences croissantes du monde industriel. La fin du siècle est marquée par une transformation profonde des rythmes de vie. Les villes s'étendent, les horaires se rigidifient, le travail intellectuel gagne en importance. La fatigue n'est plus seulement physique, elle devient mentale, diffuse, persistante. Les médecins cherchent des solutions qui ne se contentent pas de calmer ou d'endormir, mais qui restaurent pour l'énergie, la concentration, la volonté. Dans ce contexte, la cocaïne apparaît comme une découverte presque idéale. Elle est intégrée à des traitements contre la mélancolie, les troubles digestifs, certaines douleurs chroniques. Elle est prescrite pour stimuler l'appétit chez les malades affaiblis, pour soutenir les convalescents, pour améliorer l'endurance. Les dosages en clear sont présentés comme faibles, maîtrisés, rationnels. La substance inspire confiance parce qu'elle est associée à la science, à la mesure, à l'exactitude. Très vite, cette confiance déborde le cadre strictement médical. Des préparations commerciales apparaissent, souvent sous forme de vin, de tonique ou de sirop. Elles promettent vitalité, clarté d'esprit, résistance à l'épuisement. Ces produits ne sont pas clandestins. Ils sont annoncés dans les journaux, recommandés par des figures respectées, parfois même prescrits par des médecins. La cocaïne devient un ingrédient parmi d'autres, intégré dans une culture du bien-être naissante. Ce glissement est subtil, la substance ne change pas de nature, mais de fonction perçue. Elle n'est plus seulement un outil thérapeutique destiné à des situations spécifiques. Elle devient un soutien général, un correcteur de l'usure quotidienne. Cette normalisation repose sur une idée simple. Si une substance améliore temporairement le fonctionnement du corps, alors elle peut être utilisée pour accompagner la vie moderne. Dans ces élixirs, la cocaïne est rarement présentée comme un stimulant puissant. Elle était diluée, associée à d'autres ingrédients, enveloppée dans un discours de modération. Cette présentation rassure.
Elle masque le fait que, même à faible dose, la substance agit directement sur les circuits courts de la récompense et de la vigilance. Les effets sont discrets, mais ils sont bien réels. Les utilisateurs décrivent une sensation de légèreté, une capacité accrue à se concentrer, une réduction de la lassitude. Ces effets sont souvent interprétés comme un retour à un état normal, non comme une modification artificielle. La frontière entre amélioration et dépendance reste floue, d'autant plus que les effets indésirables sont rarement immédiats. Dans le milieu médical lui-même, les débats restent limités. Certains praticiens expriment des réserves, notant des cas d'agitation, d'insomnie, d'usage répété. Mais ces observations sont dispersées, rarement mises en relation. Il manque encore un cadre théorique permettant de comprendre comment une substance peut créer un besoin sans provoquer de symptômes spectaculaires. La cocaïne bénéficie aussi d'un contexte culturel favorable. Elle est associée à l'élan du progrès, à la conquête scientifique, à l'idée que la nature peut être améliorée. Dans une époque fascinée par l'électricité, la vitesse et la rationalisation, une poudre capable d'accélérer les fonctions mentales s'inscrit naturellement dans l'imaginaire collectif. Elle n'est pas perçue comme une fuite, mais comme une adaptation. Cette perception est renforcée par le fait que la cocaïne ne provoque pas à ce stade de désorganisation sociale visible. Les consommateurs appartiennent majoritairement aux classes moyennes et supérieures. Ils travaillent, écrivent, soignent, créent. Leur usage reste compatible avec les normes sociales dominantes. Ils ne dérangent pas l'ordre établi, ils semblent même le soutenir. Pourtant, sous cette surface stable, des changements s'opèrent. Certains utilisateurs augmentent progressivement les doses pour retrouver les mêmes effets. D'autres ressentent une fatigue plus marquée en l'absence de la substance. Ces signaux restent individuels, rarement interprétés comme les symptômes d'un phénomène collectif. On parle de sensibilité personnelle, de tempérament nerveux, jamais de mécanisme universel. Il est important de comprendre que la cocaïne n'est pas encore associée à la transgression. Elle circule dans un cadre légal, respectable. Cette légitimité retarde la prise de conscience. Ce qui est autorisé, prescrit, vendu ouvertement est rarement interrogé en profondeur. La confiance dans les institutions scientifiques agit comme un écran. Pendant ce temps, la production de cocaïne s'intensifie. Les besoins des laboratoires et des industries pharmaceutiques augmentent. La feuille de coca, toujours cultivée dans les Andes, devient une matière première stratégique. Les circuits d'approvisionnement se structurent, reliant des régions rurales à des centres industriels lointains. Cette mondialisation discrète de la plante prépare des dynamiques plus complexes. La cocaïne, sous forme d'élixir ou de médicaments, est désormais présente dans des foyers qui n'ont aucun lien avec son origine géographique ou culturelle. Elle est consommée sans référence à la feuille, à la montagne, aux traditions. Elle est devenue abstraite, détachée de toute mémoire collective. Cette abstraction facilite son adoption, mais aussi son détournement futur. Car plus une substance est perçue comme fonctionnelle, plus elle est susceptible d'être utilisée au-delà de ses intentions initiales. Ce qui soutient le travail peut aussi soutenir la fête. Ce qui aide à se concentrer peut aussi servir à repousser les limites du corps. La cocaïne commence à circuler dans des contextes moins encadrés, sans pour autant susciter d'inquiétudes majeures. La médecine, en l'intégrant dans ses pratiques, a ouvert une porte. Non par négligence, mais par cohérence avec son époque. Les outils manquent encore pour évaluer les effets à long terme d'une substance qui agit directement sur les mécanismes de la motivation et du plaisir. L'idée même qu'un médicament puisse transformer durablement le rapport au désir reste marginale. À ce stade, la cocaïne incarne encore une promesse, celle d'un corps plus efficace, d'un esprit plus clair, d'une fatigue maîtrisée. Mais toute promesse de ce type repose sur un équilibre fragile. Elle suppose que l'utilisateur restera maître de la substance, que l'usage restera ponctuel, rationnel, mesuré. Or, l'histoire des substances montre que cet équilibre est rarement stable. Lorsque les bénéfices dans des demandes sont immédiats et les coûts différés, la répétition devient tentante. La cocaïne, désormais intégrée à la médecine et au commerce, se trouve dans une position nouvelle. Elle n'est plus protégée par la lenteur de la feuille ni par les cadres rituels. Elle laisse les libres de répondre à des désirs toujours plus variés. La question n'est plus seulement de savoir ce que la cocaïne peut soigner, mais ce qu'elle encourage. En modifiant subtilement la perception de l'effort et de la récompense, elle commence à redessiner les attentes humaines. Ce dessin est encore flou, presque invisible, mais il annonce une phase où la substance cessera d'être un simple auxiliaire médical pour devenir un acteur culturel à part entière.
La promesse moderne portée par les élixirs et les prescriptions n'a pas encore été démentie. Mais elle repose sur une hypothèse fragile, celle d'un contrôle durable. Et déjà, dans les marges de cette confiance apparaissent les premiers signes d'une tension entre l'usage et le besoin, une tension que la société n'est pas encore prête à nommer. À mesure que la cocaïne s'installe dans la médecine et les produits de consommation courante, une autre dynamique se met en place, plus silencieuse, plus institutionnelle. La substance attire l'attention de ceux qui organisent, régulent et dirigent. Non par fascination chimique, mais parce qu'elle touche à un enjeu central de toute structure de pouvoir, la gestion de l'énergie humaine. Une substance capable d'atténuer la fatigue, d'augmenter la vigilance et de soutenir l'endurance ne peut rester longtemps en marge des sphères décisionnelles. Dans les administrations, les armées, les milieux politiques, la question de la performance est omniprésente. Les longues heures, les déplacements constants, la pression intellectuelle exigent des corps résistants et des esprits disponibles. La cocaïne, déjà légitimée par la médecine, commence à circuler discrètement dans ces environnements. Elle n'est pas officiellement promue, mais elle est connue, parfois tolérée, parfois utilisée de manière informelle. Ce type d'usage ne laisse que peu de traces visibles. Il s'inscrit dans des routines individuelles, rarement documentées. Pourtant, il participe à une transformation profonde. La substance n'est plus seulement associée à la guérison ou au bien-être. Elle devient un outil de maintien du rythme, un soutien face à l'intensification des responsabilités. Dans ces contextes, la cocaïne n'est pas perçue comme une transgression, mais comme une aide ponctuelle, presque technique. Cette adoption discrète renforce encore l'idée que la substance est maîtrisable. Lorsqu'elle circule dans les cercles du pouvoir, elle bénéficie d'une protection implicite. Les effets indésirables sont minimisés, attribués à des excès individuels plutôt qu'à la nature même de la substance. Ce qui fonctionne pour ceux qui gouvernent est rarement remis en question publiquement. Parallèlement, les États commencent à s'intéresser à la cocaïne en tant qu'objet économique et stratégique. Sa production nécessite des matières premières spécifiques, des procédés chimiques, des réseaux de transport. Elle s'insère dans des chaînes d'approvisionnement complexes, reliant des territoires éloignés. Cette complexité attire l'attention des administrations fiscales, des douanes, des institutions chargées du commerce international. À ce stade, la cocaïne n'est pas encore un problème à combattre. Elle est un produit parmi d'autres, encadré par des lois pharmaceutiques, soumis à des contrôles limités. Les États perçoivent des taxes, délivrent des autorisations, surveillent la qualité. La substance circule dans un espace légal, même si cet espace reste partiellement flou. Ce flou est révélateur. Il montre que la cocaïne se situe à la frontière entre deux mondes. D'un côté, celui des médicaments régulés mais respectés. De l'autre, celui des stimulants, associés à des usages plus ambigus. Tant que la substance reste liée à des institutions légitimes, elle échappe à une remise en cause profonde. Mais cette situation crée une asymétrie. Les usages tolérés dans les cercles du pouvoir ne sont pas nécessairement acceptés ailleurs. Lorsque la cocaïne commence à apparaître dans des contextes moins prestigieux, la perception change. Ce décalage révèle que le statut d'une substance dépend autant de ceux qui l'utilisent que de ses effets réels. Dans certains milieux urbains, la cocaïne commence à circuler comme un marqueur social. Elle est associée à une certaine modernité, à une capacité à suivre le rythme, à rester éveillée dans des environnements exigeants. Cette association renforce son attractivité. La substance devient un symbole discret d'appartenance à un monde rapide, connecté, influent. Les autorités observent ces évolutions sans encore les interpréter comme une menace. Les chiffres restent modestes, les usages fragmentés. Rien ne justifie, aux yeux des gouvernants, une intervention radicale. La cocaïne ne provoque pas de désordre massif, ne remet pas en cause l'ordre public de manière visible. Elle semble compatible avec le fonctionnement des institutions. Pourtant, sous cette apparente compatibilité, une tension se développe. La substance agit sur les mêmes mécanismes qui soutiennent l'engagement, la motivation, la prise de décision. En modifiant ces mécanismes, même temporairement, elle influence la manière dont les individus perçoivent leurs limites. Ce glissement est difficile à mesurer, mais il est réel. Dans les sphères du pouvoir, où les décisions ont des conséquences collectives, cette influence pose une question délicate. Peut-on séparer totalement la performance chimique de la responsabilité politique ou administrative ? À l'époque, cette question n'est pas formulée. Elle reste enfouie sous une confiance généralisée dans la rationalité des élites. La cocaïne bénéficie aussi d'un silence institutionnel.
Les cas problématiques, lorsqu'ils apparaissent, sont traités discrètement. Ils ne font pas l'objet de débats publics. Cette gestion feutrée contribue à maintenir l'illusion d'un contrôle total. Ce qui est invisible semble inexistant. Dans le même temps, les réseaux de production s'adaptent à la demande croissante. Les régions productrices de coca, toujours situées en Amérique du Sud, voient leur rôle évoluer. La feuille n'est plus seulement un élément local ou colonial. Elle devient la base d'une industrie transnationale. Les décisions prises dans les capitales européennes ou nord-américaines ont désormais des répercussions directes sur des territoires lointains. Cette distance géographique renforce la déresponsabilisation. Les conséquences sociales et environnementales de la production restent hors du champ de vision des consommateurs et des décideurs. La cocaïne arrive sous forme de poudre, purifiée, abstraite. Elle ne porte plus les traces de son origine. À ce stade, la substance est solidement installée dans les structures de pouvoir. Elle circule sans provoquer de rupture apparente. Mais cette stabilité repose sur un équilibre précaire. Plus la cocaïne est intégrée, plus elle essaie de normaliser, plus ses usages tendent à se multiplier. Et plus ils se multiplient, plus ils échappent au contrôle initial. Les États, en tolérant et en encadrant la cocaïne, participent involontairement à sa diffusion. Ils la légitiment sans anticiper les effets d'une expansion hors des cercles qu'ils considèrent comme maîtrisables. Ce paradoxe est au cœur de la phase suivante de l'histoire, car une substance ne reste jamais confinée aux espaces de pouvoir. Elle suit les flux sociaux, culturels, économiques. Elle circule là où elle est demandée. Et lorsque cette demande dépasse les cadres institutionnels, les mêmes autorités qui l'ont tolérée commencent à s'inquiéter. La cocaïne est encore, à ce moment précis, protégée par son image respectable. Mais cette image commence à se fissurer. Des usages plus visibles émergent, des comportements moins contrôlés apparaissent, ce ne sont encore que des signaux faibles, faciles à ignorer. Pourtant, ils annoncent un déplacement. La substance quitte progressivement les bureaux feutrés et les prescriptions encadrées pour entrer dans des espaces plus ouverts, plus sociaux, où le contrôle institutionnel est moins présent. Ce passage marque le début d'une nouvelle phase où la cocaïne ne sera plus seulement un outil discret du pouvoir, mais un élément culturel plus large, porteur de tensions inédites. La question n'est plus de savoir si la substance peut être contrôlée par ceux qui la détiennent, mais ce qu'il advient lorsqu'elle circule au-delà de leur portée. Et cette question, encore silencieuse, prépare l'émergence d'un regard différent, plus critique, qui commencera à observer la cocaïne non plus comme une solution, mais comme un révélateur. À mesure que la cocaïne s'étend au-delà des cercles strictement médicaux et institutionnels, elle trouve un terrain fertile dans les espaces d'intermédiaires, ni totalement privés, ni pleinement publics. Les salons, les cercles intellectuels, les lieux où se rencontrent scientifiques, écrivains, artistes et médecins deviennent des zones de circulation informelles. Dans ces environnements, la substance n'est pas discutée comme un objet de politique ou de morale, mais comme une expérience, parfois même comme un outil créatif. La fin du siècle est marquée par une intense activité intellectuelle. Les idées circulent rapidement, les disciplines se croisent, les frontières entre science, art et philosophie sont poreuses. La cocaïne s'insère dans cette dynamique sans provoquer de rupture immédiate. Elle est perçue comme un stimulant de la pensée, un moyen d'affiner l'attention, de prolonger l'effort mental. Dans ces cercles, l'usage est souvent présenté comme maîtrisé, réfléchi, presque expérimental. Les témoignages de l'époque décrivent des nuits de travail prolongées, des conversations soutenues, une sensation de clarté et de fluidité intellectuelle. La substance est intégrée à un rituel moderne où le café, l'alcool et d'autres stimulants coexistent. La cocaïne ne se distingue pas encore nettement. Elle s'ajoute à un ensemble d'outils censés accompagner la production intellectuelle. Cette intégration repose sur une croyance partagée, celle de l'autocontrôle. Les utilisateurs, monnayés, souvent instruits, convaincus de leur lucidité, estiment pouvoir réguler leurs usages. Ils se fient à leur capacité d'observation, à leur discipline personnelle. Cette confiance est renforcée par l'absence immédiate de conséquences visibles. La cocaïne semble remplir sa fonction sans perturber l'équilibre général. Dans les laboratoires, parallèlement, la recherche continue. Les effets de la substance sont étudiés plus précisément. On observe son action sur la vigilance, sur la perception de la fatigue, sur certaines formes de douleur. Ces observations restent souvent descriptives. Les mécanismes profonds, notamment ceux liés à la répétition de l'usage, sont encore mal compris. La science avance, mais elle avance dans un cadre qui valorise l'efficacité plus que la prudence.
Les chercheurs eux-mêmes ne sont pas toujours extérieurs à leur objet d'étude. Certains testent la cocaïne sur eux-mêmes, convaincus que leur expertise les protège. Cette proximité entre le sujet et l'objet brouille les frontières. Elle alimente l'illusion que la connaissance suffit à prévenir les dérives. Si l'on comprend ce que l'on consomme, pense-t-on, on ne peut pas en devenir dépendant. Cette illusion est renforcée par le statut social des utilisateurs. Dans les salons, la cocaïne circule parmi des individus dont la parole est valorisée, dont les comportements servent souvent de référence. Ce qui est pratiqué dans ces espaces tend à être perçu comme légitime, voire exemplaire. La substance gagne ainsi une forme de respectabilité culturelle. Pourtant, des fissures apparaissent. Certains témoignages évoquent une agitation croissante, une difficulté à retrouver un état de repos sans la substance. D'autres mentionnent une intensification des prises, une recherche plus insistante des effets initiaux. Ces récits, ils restent marginaux, souvent interprétés comme des cas isolés, liés à des personnalités fragiles ou à des excès ponctuels. Le cadre social joue ici un rôle déterminant. Dans les salons, les usages ortais sont rarement visibles dans leur continuité. On voit la stimulation, la conversation brillante, la production intellectuelle. On ne voit pas toujours les moments de fatigue accrue, les phases de manque, les ajustements silencieux. La cocaïne agit dans l'ombre des performances qu'elle semble soutenir. Dans les laboratoires, la standardisation progresse. Les dosages sont affinés, les méthodes de production améliorées. La substance devient plus pure, plus stable. Cette pureté renforce paradoxalement l'impression de sécurité. Une substance précise, mesurable, semble plus fiable qu'un mélange végétal aux effets variables. La cocaïne apparaît comme un produit de la raison, débarrassé des incertitudes de la nature. Mais cette rationalisation masque un paradoxe. En éliminant les variations naturelles, on élimine aussi les freins. La substance agit de manière plus directe, plus intense. Ce qui était auparavant modéré par des limites biologiques et culturelles devient plus accessible. La répétition des effets devient plus facile, presque mécanique. Dans les cercles intellectuels, cette répétition est souvent justifiée par la pression de la production. Écrire, penser, créer dans un monde de plus en plus rapide demande une énergie constante. La cocaïne semble offrir une solution immédiate. Elle ne remplace pas le travail, mais elle en facilite l'accès. Elle permet de prolonger l'effort, de repousser la fatigue, de maintenir une certaine intensité. Cette logique s'inscrit dans une vision plus large de la modernité. Le corps est perçu comme perfectible, ajustable. Les limites biologiques ne sont plus acceptées comme des données immuables, mais comme des obstacles à surmonter. La cocaïne devient un outil parmi d'autres dans cette quête d'optimisation. Pourtant, cette quête repose sur une compréhension incomplète du fonctionnement humain. La fatigue n'est pas seulement un signal à supprimer, elle est aussi un mécanisme de régulation. En la contournant systématiquement, on modifie l'équilibre global. La cocaïne ne supprime pas le besoin de repos, elle le repousse. Et ce qui est repoussé tend à revenir avec plus de force. Les salons et les laboratoires, en normalisant l'usage, contribuent à une diffusion silencieuse. Les pratiques se transmettent par imitation, par recommandation informelle. La cocaïne n'est plus une curiosité médicale, elle devient un élément du paysage culturel de certaines élites. Cette diffusion ne fait pas de bruit, mais elle est constante. Dans ce contexte, les premières critiques émergent timidement. Quelques voix s'interrogent sur la durabilité de ces usages. Elles évoquent des cas de dépendance, des troubles du sommeil, une irritabilité accrue. Mais ces critiques peinent à s'imposer face au récit dominant du progrès et de la maîtrise. L'illusion de contrôle persiste parce qu'elle est partagée. Elle repose sur une confiance collective dans la capacité humaine à gérer ces outils. Cette confiance est renforcée par le fait que les conséquences négatives ne sont pas immédiates ni spectaculaires. Elles s'installent lentement, presque imperceptiblement. Ce décalage temporel est crucial. Il permet à la substance de s'enraciner avant d'être remise en question. Lorsque les effets deviennent visibles, ils sont déjà intégrés dans des habitudes, des routines, des identités professionnelles. Remettre en cause la cocaïne reviendrait à remettre en cause une certaine idée de la performance moderne. À ce stade, la cocaïne n'est pas encore un objet de scandale. Elle est entourée d'un halo de respectabilité intellectuelle et scientifique. Mais ce halo commence à se fissurer. À mesure que les usages se multiplient et se diversifient, les limites du contrôle individuel deviennent plus difficiles à ignorer. La substance, en circulant entre les salons et les laboratoires, a trouvé un espace où elle peut se développer sans opposition frontale.
Mais cet espace est aussi un lieu d'observation. C'est là que s'accumulent les premiers indices d'un phénomène plus large, encore mal nommé. La question n'est plus seulement de savoir ce que la cocaïne permet de faire, mais ce qu'elle exige en retour. Et cette question encore murmurée prépare un changement de regard. Car lorsqu'une substance devient trop présente pour être ignorée, elle cesse d'être un simple outil, elle devient un problème à penser. Ce moment approche lentement. Il ne surgira pas sous la forme d'une révélation soudaine, mais d'une accumulation de faits, de témoignages, de contradictions. Les salons et les laboratoires, qui ont offert à la cocaïne un refuge respectable, seront aussi les premiers à percevoir que l'illusion de contrôle ne suffit plus. Et cette prise de conscience ouvrira la voie à une réaction plus large, où la société commencera à regarder la substance non plus avec fascination, mais known with caution. Lorsque la cocaïne cesse d'être une curiosité savante ou un soutien discret de la vie intellectuelle, elle entre dans une phase plus impersonnelle. Elle devient un produit industriel. Ce passage n'est pas brutal. Il s'opère par une série d'ajustements techniques, économiques et administratifs qui transforment progressivement la substance en marchandise standardisée. À partir de ce moment, la cocaïne n'est plus liée à des individus précis ou à des cercles restreints. Elle est intégrée à des chaînes de production. Les avancées chimiques semblent y permettre de raffiner les méthodes d'extraction. Les procédés deviennent plus efficaces, plus prévisibles. La poudre obtenue est plus homogène, plus stable. Cette régularité est essentielle pour l'industrie pharmaceutique naissante qui repose sur la répétabilité. Un médicament doit produire des effets comparables d'un lot à l'autre. La cocaïne répond parfaitement à cette exigence. Les usines apparaissent dans différents pays, souvent à proximité des grands centres scientifiques ou des ports. Elles transforment des tonnes de feuilles de coca importées en alcaloïdes purifiés. Cette transformation est invisible pour la majorité des consommateurs. La feuillette disparaît totalement du récit. Il ne reste qu'un produit fini, emballé, étiqueté, prêt à être distribué. Cette industrialisation modifie profondément la perception de la substance. Ce qui est produit en usine inspire confiance. Cela suggère un contrôle, une supervision, une conformité à des normes. La cocaïne, désormais fabriquée à grande échelle, semble encore plus légitime qu'auparavant. Elle n'est plus l'objet d'expérimentations individuelles, mais d'un système organisé. Dans le même temps, les volumes augmentent. La production ne répond plus uniquement à une demande médicale identifiée. Elle anticipe une consommation plus large. Les industriels savent que les stimulants trouvent facilement leur public dans des sociétés en accélération. Ils n'ont pas besoin de promouvoir agressivement la cocaïne. Il suffit qu'elle soit disponible. Cette disponibilité transforme les usages. Lorsque l'accès est facile, les décisions individuelles changent. La substance circule plus librement entre médecins, pharmaciens, consommateurs. Les barrières symboliques s'affaiblissent. Ce qui était autrefois réservé à des contextes précis devient une option parmi d'autres. L'industrialisation entraîne aussi une spécialisation des rôles. Ceux qui cultivent la coca ne sont plus ceux qui la transforment. Ceux qui la transforment ne sont plus ceux qui la prescrivent. Ceux qui la prescrivent ne sont pas ceux qui l'utilisent de manière répétée. Cette fragmentation dilue les responsabilités. Chacun n'aperçoit qu'une partie du processus. Dans les régions productrices de coca, les effets y sont ambivalents. D'un côté, la demande soutient des économies locales. La feuille acquiert une valeur marchande stable. De l'autre, les pratiques des traditionnelles sont progressivement marginalisées. La culture de la coca est orientée vers le rendement, non vers l'usage rituel. La plante est sélectionnée pour sa teneur en alcaloïdes, pas pour son intégration dans un mode de vie. Cette orientation renforce la séparation entre la plante et la substance. La coca n'est plus cultivée pour être mâchée, mais pour être dissoute, filtrée, réduite. Le lien culturel se rompt davantage. La feuille devient une matière première interchangeable, soumise aux lois du marché. Dans les pays consommateurs, l'industrialisation permet une diffusion plus large. La cocaïne entre dans les pharmacies, les hôpitaux, parfois même dans des circuits commerciaux parallèles. Elle est intégrée à des catalogues, à des stocks, à des inventaires. Elle devient une ligne comptable. Ce passage à l'échelle industrielle a un effet psychologique subtil. Il renforce l'idée que la substance est maîtrisée collectivement. Si elle est produite en grande quantité, réglementée, distribuée par des institutions, alors elle ne peut être fondamentalement dangereuse. Cette logique rassure, mais elle repose sur une confusion entre contrôle technique et compréhension humaine. L'industrie sait produire une substance stable. Elle ne sait pas prédire comment cette substance sera utilisée dans des contextes variés.
Elle ne sait pas non plus comment les usages répétés transformeront les comportements à long terme. Ces dimensions échappent aux chaînes de production. Par ailleurs, l'industrialisation crée une pression constante à l'expansion. Une usine doit fonctionner à plein régime pour être rentable. Les stocks doivent s'écouler. Cette logique économique favorise la normalisation de l'usage. Une substance disponible mais peu utilisée devient un problème commercial. Il faut donc maintenir une demande. Cette demande n'est pas toujours créée explicitement. Elle émerge souvent de la simple présence du produit. Les médecins, confrontés à des patients fatigués, stressés en quête de solutions rapides, disposent désormais d'un outil efficace. Les patients, rassurés par le cadre médical, acceptent ces prescriptions sans méfiance particulière. Dans ce contexte, les premiers signes de mésusage commencent à apparaître plus clairement. Des cas d'utilisation prolongée, d'augmentation des doses, de dépendance psychologique sont observés. Mais ces cas restent dispersés, noyés dans un ensemble plus large de prescriptions jugées légitimes. L'industrialisation a aussi un autre effet. Elle rend possible le détournement. Une substance produite en grande quantité peut être extraite de ses circuits officiels. Des stocks disparaissent, des lots sont revendus, des usages non médicaux se développent. Ces pratiques restent marginales au départ, mais elles révèlent une faille structurelle. La cocaïne, en devenant un produit industriel, perd une partie de sa traçabilité sociale. Il devient plus difficile de savoir qui l'utilise, dans quel contexte, avec quelles conséquences. Cette opacité retarde la prise de conscience collective. Les problèmes émergent, mais ils ne sont pas immédiatement reliés à la substance elle-même. Dans les discours officiels, la cocaïne est encore présentée comme un progrès. Les critiques les sont perçues comme excessives, parfois même comme hostiles à la modernité. Remettre en cause une substance produite par l'industrie revient à remettre en cause l'idée que la science peut améliorer la condition humaine. Cette tension entre progrès et prudence devient de plus en plus visible. Elle traverse les débats médicaux, économiques, politiques. Mais elle n'aboutit pas encore à des décisions concrètes. Le système est en mouvement et il est difficile de l'arrêter sans preuve irréfutable. L'industrialisation a donné à la cocaïne une puissance nouvelle. Elle a amplifié sa présence, accéléré sa diffusion, multiplié ses usages. Mais elle a aussi rendu la substance plus difficile à contenir. Ce qui est produit en masse ne peut être facilement retiré du marché sans conséquences économiques et sociales. À ce stade, la cocaïne est solidement ancrée dans les structures modernes. Elle n'est plus une exception ni une expérimentation. Elle est un élément du paysage industriel. Cette intégration marque un point critique. La substance est désormais trop répandue pour être ignorée, mais encore trop légitime pour être interdite. Cette situation instable ne peut durer indéfiniment. Les effets accumulés finiront par dépasser les capacités d'absorption du système. Les usages non contrôlés deviendront plus visibles. Les conséquences sociales plus difficiles à masquer. L'industrialisation, en cherchant à stabiliser la cocaïne, a paradoxalement préparé sa perte de contrôle. En la rendant omniprésente, elle a exposé la substance à des contextes où les cadres médicaux et institutionnels ne suffisent qu'un plus. Ce passage annonce une transition décisive, où la cocaïne quittera définitivement le domaine de la confiance pour entrer dans celui de la suspicion. La question qui commence à se poser, sans encore trouver de réponse claire, est simple en apparence. Que se passe-t-il lorsqu'un alcaloïde, conçu pour agir sur l'énergie humaine, devient plus accessible que les limites qui étaient censées l'encadrer ? Lorsque la cocaïne s'inscrit durablement dans les logiques industrielles, elle acquiert une nouvelle propriété, moins visible mais déterminante. Elle devient mobile, non plus seulement transportée comme une matière scientifique ou pharmaceutique, mais intégrée à des flux commerciaux mondiaux. Cette mobilité transforme la substance en un objet logistique, dépendant de routes, de ports, de documents et de délais. À partir de ce moment, son histoire naissante n'est plus seulement chimique ou médicale. Elle devient géographique. Les usines voient ceux qui transforment de la feuille en alcaloïdes sont rarement mises en avant. Elles opèrent à l'écart des regards, souvent sous couvert d'activités pharmaceutiques ordinaires. Leur discrétion n'est pas nécessairement liée à une illégalité, mais à une banalisation. La cocaïne est un produit parmi d'autres, inséré dans des chaînes de fabrication qui traitent aussi bien des anesthésiques que des antiseptiques. Rien dans ces bâtiments ne signale une substance appelée à provoquer des bouleversements sociaux. Une fois produite, la poudre doit circuler. Les ports deviennent alors des points névralgiques.
Ils relient les continents, accélèrent les échanges, réduisent donc les distances. La cocaïne transite dans des cargaisons réglementées, accompagnées de certificats, de scellés, de registres. Elle voyage sous des noms techniques, des références chimiques, des numéros de lot. Elle est protégée par le langage administratif. Cette circulation officielle crée une illusion de transparence. Chaque étape est documentée, chaque transfert enregistré. Pourtant, cette traçabilité est fragmentée. Aucun acteur ne voit l'ensemble du parcours. Les producteurs ignorent les usages finaux. Les transporteurs se finent au papier, les destinataires se concentrent sur la qualité du produit. Cette fragmentation ouvre des espaces d'opacité. Dans ces interstices, la cocaïne commence à suivre des chemins parallèles. Des quantités disparaissent, des cargaisons sont partiellement détournées, des stocks sont revendus. Ces pratiques ne sont pas encore systématiques. Elles apparaissent comme des anomalies, des accidents logistiques, des cas isolés. Mais elles révèlent une vulnérabilité structurelle. Une substance produite en grande quantité, facile à dissimuler, à forte valeur, attire inévitablement des usages non prévus. Les ports, par leur nature même, favorisent cette porosité. Ils concentrent des flux massifs de marchandises, des travailleurs temporaires, des intermédiaires multiples. Le contrôle y est nécessairement imparfait. La cocaïne, sous forme de poudre compacte, se prête particulièrement bien à ces environnements. Elle ne dégage pas d'odeur distinctive, elle se confond facilement avec d'autres produits chimiques. À mesure que ces circuits parallèles se développent, la cocaïne commence à circuler en dehors des cadres médicaux. Elle atteint des marchés non régulés, des réseaux informels. Cette diffusion reste discrète, presque invisible dans un premier temps. Elle ne provoque pas encore de réaction institutionnelle forte, car elle échappe aux statistiques officielles. Ce passage du circuit industriel au circuit parallèle marque un changement de statut. La cocaïne n'est plus seulement un produit réglementé. Elle devient un objet de transaction flexible, adaptable aux demandes locales. Sa valeur n'est plus définie uniquement par son usage médical, mais par sa capacité à produire des effets recherchés dans d'autres contextes. Dans les villes portuaires, la substance trouve de nouveaux espaces, les docks, les quartiers de transit, les zones où les populations sont mobiles et les contrôles variables. La cocaïne circule de main en main, parfois sans même être nommée. Elle est intégrée à des pratiques sociales émergentes, souvent liées à la nuit, à la fatigue, à la recherche d'intensité. Cette diffusion n'est pas encore massive, mais elle est significative. Elle montre que la cocaïne peut quitter les cadres qui lui ont donné sa légitimité sans perdre son attrait. Au contraire, en dehors de ces cadres, elle acquiert une aura différente. Elle n'est plus associée à la prescription ou à la science, mais à une forme de liberté, parfois de transgression douce. Les autorités, de leur côté, peinent à suivre ces évolutions. Les outils de contrôle sont conçus pour des marchandises déclarées, des flux officiels. Les circuits parallèles, par définition, échappent à ces dispositifs. Les rares saisies sont interprétées comme des incidents isolés, non comme les signes d'un phénomène en expansion. Il existe aussi une réticence institutionnelle à reconnaître l'ampleur du problème. Admettre que la cocaïne quitte les circuits réglementés reviendrait à admettre une perte de contrôle. Or, les États ont investi leur crédibilité dans la capacité à encadrer les substances issues de l'industrie pharmaceutique. Reconnaître une dérive fragiliserait cette image. Pendant ce temps, les régions productrices de coca ressentent les effets de cette mondialisation accrue. La demande augmente, les prix fluctuent, les pressions s'intensifient. La culture de la coca devient plus directement liée aux marchés internationaux, moins aux besoins locaux. Les cultivateurs sont intégrés à une économie qui les dépasse largement. Cette intégration n'est pas neutre. Elle modifie les rapports sociaux, les structures foncières, les équilibres régionaux. La coca, autrefois ancrée dans des pratiques communautaires, devient une marchandise stratégique. Cette transformation crée des tensions, des dépendances économiques, parfois des conflits latents. Dans les pays consommateurs, la cocaïne commence à être perçue différemment. Les premiers récits de mésusage circulent, souvent associés à des milieux urbains spécifiques. Ces récits restent marginaux, mais ils attirent dans l'attention de certains observateurs. La substance n'est plus uniquement liée à la médecine ou à l'industrie. Elle apparaît dans des contextes moins contrôlés, moins respectables. Cette visibilité croissante modifie le regard porté sur la cocaïne. Elle cesse d'être une abstraction industrielle pour devenir un élément tangible de la vie sociale. Les comportements associés à son usage deviennent observables. Ils suscitent des interrogations, parfois des inquiétudes.
Les ports, dans cette histoire, jouent un rôle symbolique. Ils représentent pour Pansitand des lieux de passage, de transformation, de perte de contrôle. Ce qui entre par ces portes n'est jamais exactement ce qui en ressort. La cocaïne, en franchissant ces seuils, se détache encore un peu plus de ses origines scientifiques et industrielles. À ce stade, la substance circule sur 2 niveaux parallèles. Officiellement, elle reste un produit pharmaceutique, encadré, légitime. Officieusement, elle alimente des réseaux informels, des usages non prescrits, des marchés émergents. Cette coexistence est instable. Elle repose sur un équilibre fragile entre visibilité et invisibilité. Plus la cocaïne circule, plus cet équilibre devient difficile à maintenir. Les quantités augmentent, les usages se diversifient, les contextes se multiplient. Non. Les institutions commencent à percevoir que la substance ne répond plus uniquement aux logiques qu'elles avaient prévues. La transition est lente, mais elle est irréversible. En devenant un objet logistique mondial, la cocaïne a perdu le dernier des ancrages qui la liait à un usage contrôlé. Elle n'est plus contenue par un territoire, une institution ou une discipline. Elle circule selon les règles du commerce global, où la vitesse et la valeur priment sur la prudence. Ce mouvement prépare un basculement. Lorsque les flux deviennent trop complexes pour être maîtrisés, la réponse institutionnelle change de nature. La tolérance laisse place à la suspicion. La régulation cède progressivement le terrain à la restriction. Mais avant que cette réponse ne se structure, il faudra que les conséquences de cette circulation deviennent impossibles à ignorer. La cocaïne, désormais présente dans les interstices du commerce mondial, commence à révéler une autre facette. Non plus celle d'un produit maîtrisé, mais celle d'une substance capable de traverser les frontières plus rapidement que les cadres censés la contenir. Et cette capacité, une fois acquise, ne disparaît jamais vraiment. À partir du moment où la cocaïne circule simultanément dans des circuits officiels et parallèles, une frontière nouvelle apparaît. Elle n'est inscrite dans aucun texte, matérialisée par aucune barrière physique. Pourtant, elle structure profondément les perceptions. D'un côté, la substance reste associée aux soins, à l'utilité, à la prescription raisonnée. De l'autre, elle commence à être liée à des usages répétés, moins contrôlés, plus difficiles à justifier. Cette frontière est instable, mouvante, et souvent traversée sans que l'on s'en rende compte. Pendant longtemps, la cocaïne a bénéficié d'un statut hybride. Elle pouvait être à la fois un médicament et un stimulant social, un outil thérapeutique et un facilitateur de performance. Cette polyvalence retardait toute catégorisation stricte. Une substance qui soigne dans un contexte et stimule dans un autre échappe aux définitions simples. Elle se glisse dans les interstices des systèmes de régulation. Ce flou profite à la substance. Tant qu'elle n'est pas clairement identifiée comme problématique, elle continue de circuler. Les prescriptions médicales persistent, même lorsque des usages non médicaux deviennent visibles. Les autorités hésitent à intervenir, conscientes que toute restriction pourrait affecter des pratiques jugées légitimes. Cette hésitation crée un espace où les excès peuvent se développer sans être immédiatement nommés. Dans les milieux médicaux, les débats se font plus fréquents. Certains praticiens commencent à observer des patients qui réclament la substance avec insistance, qui ajustent eux-mêmes les doses, qui décrivent une difficulté à fonctionner sans elle. Ces observations restent souvent confinées aux échanges professionnels. Elles ne débouchent pas encore sur une remise en cause collective. La difficulté réside dans l'interprétation. À quel moment un usage devient-il excessif ? La cocaïne, contrairement à d'autres substances comme de l'éconutoire, à l'époque, ne provoque pas toujours de signes visibles immédiats. Elle ne désorganise pas nécessairement le comportement de manière spectaculaire. Elle permet souvent de maintenir une apparence de normalité, parfois même d'efficacité accrue. Cette apparence complique la reconnaissance du problème. Les individus concernés continuent de travailler, de participer à la vie sociale, de remplir leurs obligations. Leur usage ne perturbe pas immédiatement l'ordre public. Il s'inscrit dans une continuité, ce qui le rend moins perceptible. Dans les villes, cependant, certains signes deviennent difficiles à ignorer. Des comportements plus nerveux, une agitation accrue, des cycles d'épuisement suivis de phases d'intense activité. Ces manifestations restent ambiguës. Elles peuvent être attribuées au stress urbain, aux exigences professionnelles, à la modernité elle-même. La cocaïne n'est pas encore identifiée comme un facteur central. Cette ambiguïté est renforcée par la diversité des contextes d'usage. Une même substance peut être utilisée pour soulager une douleur, prolonger une nuit de travail ou soutenir une activité sociale.
Ces usages se superposent, parfois chez un même individu. La frontière entre nécessité et excès devient floue, subjective. Les institutions peinent à tracer une ligne claire. Interdire une substance utilisée en médecine expose à des résistances. Ignorer les dérives expose à une perte de crédibilité. Cette tension ralentit toute décision. La cocaïne continue donc de circuler dans un espace intermédiaire, ni pleinement accepté, ni ouvertement condamné. Dans ce contexte, la responsabilité s'est souvent déplacée vers l'individu. On parle de manque de discipline, de tempérament fragile, de prédisposition personnelle. Cette individualisation du problème empêche de voir les mécanismes collectifs à l'œuvre. Elle masque le fait que la substance agit de manière prévisible sur le corps humain, indépendamment de la volonté. La science commence pourtant à accumuler des indices. Les effets répétés de la cocaïne sur la perception du plaisir, de la motivation et de l'énergie sont progressivement documentés. On observe que la substance tend à renforcer certains comportements, à encourager la répétition. Mais ces observations restent fragmentaires, dispersées dans des publications spécialisées. Il manque encore un cadre conceptuel pour relier ces données. La notion de dépendance chimique, telle qu'elle sera comprise plus tard, n'est pas encore pleinement formulée. Sans ce cadre, les signes sont interprétés isolément, sans être reliés à un phénomène global. La ligne entre remède et excès n'est donc pas tracée par la science mais par la perception sociale. Tant que l'usage reste compatible avec les normes dominantes, il est toléré. Lorsqu'il commence à les perturber, il devient suspect. Cette logique explique pourquoi les premiers discours critiques émergent souvent dans des contextes où les usages sont plus visibles, plus dérangeants. Dans certains milieux populaires, où les protections institutionnelles sont moins fortes, les effets de la cocaïne apparaissent plus rapidement comme problématiques. Les cycles d'usage et d'épuisement y sont plus visibles, moins masqués par des statuts sociaux valorisés. Cette visibilité contribue à une stigmatisation sélective de certains usages, tandis que d'autres restent invisibles. Ce double standard joue un rôle clé dans l'évolution de la perception de la cocaïne. Ce qui est toléré dans un cabinet médical ou un salon intellectuel devient inacceptable dans la rue ou dans les lieux de divertissement populaire. La substance elle-même n'a pas changé, mais le regard porté sur elle se transforme. Cette transformation est progressive. Elle s'accompagne de débats, de résistances, de tentatives de régulation partielle. Certaines institutions commencent à restreindre les prescriptions, à surveiller les stocks, à limiter l'accès. Ces mesures restent timides, souvent contournées. Elles témoignent néanmoins d'un changement d'attitude. La cocaïne n'est plus perçue uniquement comme une solution. Elle commence à être associée à des risques, même si ces risques sont encore mal définis. Cette association marque un tournant symbolique. Une substance qui était présentée comme un progrès devient un sujet de préoccupation. Mais cette préoccupation reste fragile. Elle se heurte à des intérêts économiques, à des habitudes professionnelles, à des représentations culturelles bien ancrées. La cocaïne est déjà intégrée dans des pratiques quotidiennes. La retirer ou la restreindre implique de repenser des modes de fonctionnement entiers. La ligne invisible entre remède et excès devient alors un lieu de tension. Elle est restée traversée chaque jour par des individus qui ajustent leurs usages sans toujours en mesurer les conséquences. Elle est redessinée en permanence par des discours médicaux, des pratiques sociales, des décisions administratives. Cette instabilité prépare le terrain à une réaction plus nette. Lorsque les excès deviennent trop visibles, lorsqu'ils s'accumulent, la société cherche à nommer le problème. Nommer, c'est déjà transformer. C'est passer d'un flou toléré à une catégorie identifiable. La cocaïne est sur le point de franchir ce seuil symbolique. Elle n'est plus seulement une substance aux usages ambigus. Elle commence à être perçue comme un facteur de déséquilibre. Cette perception ne repose pas encore sur des lois strictes ou des interdictions généralisées. Elle repose sur une accumulation de signes, de récits, d'observations. La frontière entre remède et excès, longtemps invisible, commence à se dessiner. Elle n'est pas encore fixe, ni universellement reconnue. Mais elle existe désormais dans les esprits. Et une fois qu'une frontière est perçue, même floue, elle appelle inévitablement une tentative de contrôle. La question qui se pose alors n'est plus seulement médicale ou scientifique, elle devient politique. Qui décide où se situe la limite ? Et sur quels critères ? En cherchant à répondre à cette question, les sociétés modernes vont transformer la cocaïne d'un objet ambigu en un enjeu public. Ce passage encore en cours annonce une phase où la tolérance laissera place à la réglementation et où l'excès, jusque-là discret, deviendra visible aux yeux de tous.
Lorsque la cocaïne franchit enfin le seuil de tolérance collective, la réaction ne prend pas la forme d'une compréhension approfondie, mais d'un resserrement. Les sociétés modernes, confrontées à une substance qu'elles ont elles-mêmes encouragée, cherchant à reprendre le contrôle par les instruments qu'elles maîtrisent donc le mieux. Le droit, les traités et les interdictions. Ce passage marque une rupture de ton. La cocaïne cesse d'être un sujet de débat discret pour devenir un objet de réglementation visible. Les premières restrictions apparaissent sous la forme de limitations médicales. Les prescriptions sont surveillées, les stocks contrôlés, les usages non thérapeutiques officiellement condamnés. Ces mesures sont présentées comme rationnelles, proportionnées. Elles visent à corriger des excès sans remettre en cause l'ensemble du système. Pourtant, elles introduisent une distinction nouvelle. Une même substance est désormais perçue différemment selon le cadre dans lequel elle circule. Cette distinction crée une ligne officielle entre usage légitime et usage illégitime. Sur le papier, elle semble claire. Dans la réalité, elle est beaucoup plus poreuse. Les circuits industriels existent toujours, les besoins médicaux sont invoqués, les intérêts économiques persistent. La cocaïne continue donc de circuler, mais sous une surveillance accrue, parfois plus symbolique qu'efficace. À l'échelle internationale, les premières tentatives de coordination émergent. Des conférences sont organisées, des accords discutés. Les États le reconnaissent pour que la cocaïne ne peut plus être gérée uniquement au niveau national. Elle traverse les frontières, échappe aux cadres locaux. Cette reconnaissance est importante, mais elle arrive tardivement. Les traités qui en résultent affichent des objectifs ambitieux. Limiter la production, encadrer le commerce, prévenir les abus. Mais ces textes reflètent aussi les rapports de force de l'époque. Les pays consommateurs insistent sur la restriction de l'offre. Les pays producteurs soulignent les dépendances économiques et les usages traditionnels. Ces tensions ne sont jamais totalement résolues. Une contradiction centrale traverse ces accords. La cocaïne est condamnée comme un danger social, mais elle reste autorisée dans certains cadres stricts. Cette ambivalence nourrit une hypocrisie structurelle. Les États affirment vouloir protéger leur population, tout en maintenant des filières légales qui leur procurent des bénéfices économiques et un contrôle apparent. Cette hypocrisie se manifeste aussi dans l'application des lois. Les sanctions ne sont pas uniformes. Certains usages sont sévèrement punis, d'autres tolérés. Cette inégalité reflète des choix politiques plus que des considérations sanitaires. Elle contribue à une perception confuse de la substance. Dans l'espace public, le discours change. La cocaïne est de plus en plus associée à des risques, à des dérives, à des comportements jugés inacceptables. Les récits médiatiques se multiplient, souvent simplificateurs. Ils mettent en avant des figures de l'excès, des trajectoires de chute. Ces récits marquent les esprits, mais ils masquent la complexité des causes. La focalisation sur l'interdiction a un effet paradoxal. Elle réduit la cocaïne à un problème moral et légal, occultant les dynamiques sociales et économiques qui ont permis son expansion. En condamnant la substance, on évite de questionner les structures qui l'ont rendue désirable et accessible. Dans les régions productrices, les conséquences sont immédiates. La culture de la coca est désormais surveillée, parfois criminalisée. Des communautés entières se retrouvent prises entre des injonctions contradictoires. D'un côté, une économie dépendante de la plante, de l'autre, une pression internationale pour réduire sa production. Cette tension génère des conflits, des résistances, des adaptations forcées. Les traités internationaux, en cherchant à uniformiser les réponses, ignorent souvent les contextes locaux. Ils traitent la coca comme une simple matière première, sans reconnaître sa dimension culturelle et historique. Cette simplification alimente un ressentiment durable. Dans les pays consommateurs, l'interdiction modifie les circuits, sans réduire nécessairement la demande. La cocaïne quitte progressivement les espaces visibles pour se replier dans l'ombre. Les réseaux informels se renforcent, s'organisent, s'adaptent. La substance devient plus chère, plus risquée à obtenir, mais aussi plus rentable pour ceux qui contrôlent sa distribution. Cette transition marque un changement profond. La cocaïne n'est plus seulement un produit problématique, elle devient un enjeu de pouvoir criminel. Les acteurs qui opèrent en dehors des cadres légaux acquièrent une influence croissante. Ils remplissent un vide laissé par la régulation officielle. L'hypocrisie des interdictions apparaît ici clairement. En déclarant la cocaïne illégale sans réduire les conditions qui alimentent sa demande, les États déplacent le problème plutôt qu'ils ne le résolvent. La substance continue de circuler,
mais sous des formes plus violentes, plus opaques. Les institutions justifient ces politiques citées par la nécessité de protéger la société. Pourtant, les effets mesurables sont ambigus. Les usages ne disparaissent pas. Ils se transforment. Les risques augmentent, non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les territoires impliqués dans la production et le transit. Cette phase de l'histoire est marquée par une dissonance. Les discours officiels promettent un contrôle renforcé, une réduction des dangers. La réalité montre une complexification des problèmes. Cette dissonance alimente une perte de confiance, tant chez les populations concernées que chez certains professionnels. Les scientifiques, de leur côté, commencent à souligner les limites d'une approche exclusivement répressive. Ils rappellent que la dépendance ne se résout pas par la seule interdiction, mais ces voix restent souvent marginales, éclipsées par l'urgence politique. L'interdiction transforme aussi la symbolique de la cocaïne. Ce qui était autrefois un remède ou un stimulant devient un symbole de transgression. Cette transformation renforce paradoxalement son attrait dans certains milieux. La substance acquiert une aura interdite qui modifie les motivations de l'usage. Ce glissement montre que les politiques publiques ne façonnent pas seulement les comportements, elles façonnent aussi les imaginaires. En criminalisant la cocaïne, sans en démystifier les effets, on contribue à sa mythification. Les traités internationaux, malgré leurs intentions, figent cette situation. Ils institutionnalisent une réponse qui privilégie le contrôle et la sanction. Ils laissent peu de place à l'expérimentation de solutions alternatives. Cette rigidité rend les ajustements difficiles. À ce stade, la cocaïne est pleinement entrée dans l'arène politique mondiale. Elle n'est plus un objet scientifique ni un simple produit commercial. Elle est un symbole des contradictions modernes. Progrès et contrôle, liberté et régulation, santé et morale. Les interdictions ne mettent pas fin à l'histoire de la cocaïne. Elles en ouvrent une nouvelle phase. Une phase où la substance se détache définitivement des cadres qui l'ont vue naître pour s'inscrire dans des logiques de clandestinité et de violence. Cette transition n'est pas un accident. Elle est le résultat d'un enchaînement de décisions, de retards, de compromis. Elle révèle les limites d'une approche qui cherche à effacer une substance sans comprendre ce qu'elle a remplacé ou amplifié. La cocaïne, désormais illégale, n'a pas disparu. Elle a changé de visage. Et ce visage, façonné par l'interdiction, sera plus difficile à appréhender que tout ce qui l'a précédé. La question n'est plus seulement comment la contrôler, mais ce que son parcours révèle des mécanismes par lesquels les sociétés tentent de corriger leurs propres excès. Lorsque l'interdiction devient le cadre dominant, la cocaïne ne disparaît pas. Elle se transforme. Privée de ses espaces légaux, elle se replie dans des circuits où la visibilité devient un risque. Ce passage dans l'ombre n'est pas immédiat ni total. Il s'effectue par glissements successifs, à mesure que les cadres officiels se ferment et que les réseaux informels se structurent pour répondre à une demande qui, elle, n'a pas disparu. Dans ce nouvel environnement, la cocaïne cesse d'être un produit parmi d'autres. Elle devient une marchandise clandestine, définie moins par ses propriétés que par les conditions de son transport et de sa distribution. Sa valeur augmente non parce que ses effets ont changé, mais parce que le risque associé à sa circulation s'est accru. Cette valeur nouvelle attire des acteurs différents, moins liés au monde médical et industriel, plus familiers des zones grises du commerce. Les réseaux qui émergent ne sont pas improvisés. Ils s'appuient sur des routes existantes, des savoir-faire logistiques hérités du commerce légal. Les ports, les frontières, les points de transit restent les mêmes. Ce qui change, c'est la nature des accords, la manière dont la confiance est établie, la gestion du silence. La cocaïne circule désormais sous des couches successives de dissimulation. Dans cette phase, la substance se détache encore davantage de toute narration scientifique ou médicale. Elle n'est plus décrite en termes de dosage ou d'indication. Elle est évaluée selon sa pureté perçue, sa capacité à produire un effet immédiat, sa constance d'un lot à l'autre. Ces critères ne sont plus définis par des laboratoires, mais par l'expérience empirique des réseaux et des usagers. Cette mutation a des conséquences profondes. La qualité devient variable. Les procédés de coupe, d'adultération se multiplient. La cocaïne qui circule dans l'ombre n'est plus homogène. Elle est le résultat de compromis, d'opportunités, de calculs économiques. Cette variabilité accroît les risques, mais elle n'est pas immédiatement perceptible pour ceux qui la consomment.
Dans les villes, la cocaïne s'insère progressivement dans des scènes nocturnes, des espaces où la vigilance institutionnelle est plus faible. Elle accompagne la fatigue, l'insomnie, la recherche d'intensité. Elle n'est plus présentée comme un soutien ou un remède, mais comme un moyen de prolonger un état, de repousser une limite. Cette redéfinition modifie profondément la relation à la substance. L'usage devient plus fragmenté, plus impulsif. Il est moins encadré par des règles explicites. La cocaïne essaie consommée dans des contextes où le contrôle social est réduit. Cette liberté apparente s'accompagne d'une perte de repères. Les usagers doivent apprendre par eux-mêmes, souvent par l'erreur, les effets et les dangers. Dans ce monde clandestin, l'information circule différemment. Elle n'est plus validée par des institutions, mais par des récits, des réputations, des expériences partagées. Cette transmission informelle favorise les approximations. Elle renforce les mythes, les idées fausses, les croyances simplificatrices. La cocaïne devient un objet entouré de rumeurs, de promesses implicites, de récits partiels. Les autorités confrontées à cette mutation adaptent leur stratégie. Les contrôles se durcissent, les sanctions s'alourdissent. Mais ces réponses, centrées sur la répression, déplacent souvent les réseaux sans les dissoudre. Les routes changent, les méthodes évoluent. La cocaïne, par sa valeur élevée et son faible volume, s'adapte rapidement aux contraintes. Cette adaptabilité renforce la clandestinité. Plus les contrôles sont visibles, plus les réseaux deviennent discrets. La substance s'enfonce dans des couches de plus en plus opaques de l'économie informelle. Cette opacité rend l'observation difficile. Les données deviennent fragmentaires, les estimations incertaines. Dans les régions productrices, la situation se tend. La coca, désormais associée à une activité illégale, expose les cultivateurs à des pressions accrues. Certains se retirent, d'autres s'adaptent. Les économies locales deviennent plus vulnérables, plus dépendantes d'intermédiaires armés ou organisés. La plante, autrefois ancrée dans des pratiques communautaires, est désormais au cœur de rapports de force asymétriques. La clandestinité modifie aussi la temporalité. Les décisions doivent être rapides, les transactions discrètes. Cette accélération favorise des comportements plus risqués, plus violents. La cocaïne n'est plus seulement une substance. Elle devient un catalyseur de tension, un enjeu autour duquel se cristallisent des intérêts concurrents. Dans les sociétés consommatrices, la perception évolue. La cocaïne n'est plus associée à la modernité ou à la performance, mais à la transgression, parfois à la marginalité. Cette nouvelle image renforce la stigmatisation des usagers. Elle complique l'accès à l'aide, aux soins, à la compréhension. La dépendance, déjà difficile à reconnaître, devient plus coûteuse à admettre. Cette stigmatisation crée un cercle fermé. Plus l'usage est condamné, plus il se cache. Plus il se cache, plus il est difficile de le comprendre et de le prévenir. La cocaïne, en entrant dans l'ombre, échappe aux outils classiques de la santé publique. Elle devient un problème traité principalement par la police et la justice. Ce déplacement de la réponse institutionnelle a des effets durables. Il transforme la manière dont la société perçoit les substances et ceux qui les utilisent. La cocaïne n'est plus un sujet de réflexion collective, mais un symbole de déviance. Cette simplification empêche d'aborder les causes profondes de l'usage. Dans l'ombre, la substance continue pourtant d'agir de la même manière sur le corps humain. Les mécanismes biologiques n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est le contexte. L'absence de cadre augmente les risques, intensifie les cycles de dépendance, rend les trajectoires plus chaotiques. La cocaïne clandestine n'est pas plus puissante que celle qui circulait auparavant, mais elle est plus imprévisible. Cette imprévisibilité est un facteur clé de son impact social. Elle transforme une substance déjà complexe en un objet encore plus difficile à appréhender. À ce stade, la cocaïne est devenue un miroir sombre des sociétés qui l'ont produite. Elle révèle les limites des réponses fondées uniquement sur l'interdiction. Elle montre comment une substance peut survivre au cadre juridique en se reconfigurant autour des désirs qu'elle satisfait. La poudre, en entrant dans l'ombre, n'a pas disparu de la vie sociale. Elle s'est simplement déplacée dans des espaces moins visibles, moins régulés, plus dangereux. Ce déplacement prépare une nouvelle phase, où les conséquences de cette clandestinité deviendront impossibles à ignorer. Car lorsqu'une substance circule durablement hors de tout cadre officiel, elle ne se contente pas d'affecter les individus qui la consomment. Elle restructure des territoires, des économies, des relations de pouvoir. La cocaïne, désormais invisible pour les institutions mais omniprésente dans certains réseaux, est sur le point de révéler cette dimension plus large.
Ce qui était autrefois un problème de santé et de régulation devient un phénomène systémique. Et dans cette transformation, la poudre cesse d'être seulement un objet chimique. Elle devient un acteur silencieux, capable de façonner des dynamiques sociales entières sans jamais apparaître au grand jour. Lorsque la cocaïne s'enfonce durablement dans la clandestinité, elle ne circule plus au hasard, elle suit des chemins précis, façonnés par la géographie, les opportunités économiques et les failles institutionnelles. Ces chemins ne sont pas figés. Ils évoluent constamment, s'adaptant aux contrôles, aux conflits, aux changements politiques. La substance devient le centre d'un réseau mouvant, capable de se reconfigurer presque instantanément. Les anciennes routes commerciales, conçues pour le transport légal de marchandises, servent de base. Ports secondaires, zones franches, corridors terrestres peu surveillés. À ces infrastructures existantes s'ajoutent des itinéraires des plus discrets, parfois temporaires, parfois improvisés. La cocaïne voyage par fragments, divisés, recomposés, afin de réduire les risques. Cette fragmentation complique toute tentative de traçage. Les réseaux qui orchestrent ces déplacements ne ressemblent pas à des organisations monolithiques. Ils sont souvent composés de cellules autonomes, reliées par des intérêts communs plutôt que par une hiérarchie rigide. Cette structure rend l'ensemble résilient. La disparition d'un maillon n'entraîne pas l'effondrement du réseau. Elle provoque un ajustement. Dans ces circuits, la confiance devient une monnaie centrale. Elle ne repose pas sur des contrats écrits, mais sur des relations éprouvées, parfois construites sur la contrainte, parfois sur des bénéfices partagés. Cette confiance est fragile. Elle peut se rompre brutalement, entraînant des violences ciblées, des ruptures soudaines de route, des déplacements rapides des flux. La cocaïne, en tant que produit, impose ses propres contraintes. Elle doit être protégée de l'humidité, dissimulée efficacement, transportée rapidement. Ces exigences façonnent les méthodes. Les cargaisons sont camouflées dans des marchandises de banales, dissimulées dans des compartiments improvisés, parfois même dissoutes puis reconstituées. Là, l'ingéniosité logistique devient un avantage concurrentiel. À mesure que les contrôles se renforcent, dans certaines régions, les routes se déplacent. Des territoires jusque-là périphériques deviennent centraux. Des pays de transit acquièrent une importance stratégique inattendue. Cette reconfiguration modifie les équilibres locaux. Elle introduit de nouvelles tensions, de nouvelles formes de dépendance économique. Dans ces zones de passage, la cocaïne laisse une empreinte silencieuse. Elle alimente des économies parallèles, finance des infrastructures informelles, influence les rapports de pouvoir. Les communautés locales se retrouvent prises entre des opportunités économiques immédiates et des risques à long terme. La présence des réseaux modifie les normes, redéfinit ce qui est acceptable ou non. Les États, face à cette fluidité, peinent à répondre. Les dispositifs de contrôle sont souvent conçus pour des menaces statiques. Ils s'appuient sur des frontières, des points fixes. Or, les réseaux clandestins prospèrent précisément dans les zones de transition, les marges, les espaces où la souveraineté est diffuse. Cette asymétrie favorise la circulation de la substance. Les nouvelles routes ne sont pas seulement géographiques, elles sont aussi financières. L'argent généré par la cocaïne doit être déplacé, transformé, réintégré dans l'économie légale. Ce processus s'appuie sur des mécanismes complexes, utilisant des sociétés écrans, des circuits bancaires opaques, des investissements apparemment ordinaires. La poudre laisse ainsi une trace diffuse dans des secteurs éloignés de son origine. Cette dimension financière renforce l'invisibilité du phénomène. Les flux monétaires se confondent avec d'autres transactions. Ils deviennent difficiles à distinguer sans analyse approfondie. Cette opacité protège les réseaux, tout en compliquant la réponse institutionnelle. À mesure que ces systèmes se consolident, la cocaïne cesse d'être un simple produit illégal. Elle devient un moteur logistique, un facteur structurant de certains territoires. Les routes qu'elle emprunte influencent le développement local, la corruption, la violence. Elles redessinent des cartes qui n'apparaissent sur aucun atlas officiel. Dans les pays consommateurs, ces réseaux aboutissent à des points de distribution de plus en plus diversifiés. La cocaïne n'est plus concentrée dans quelques centres urbains. Elle se diffuse, atteignant des zones autrefois éloignées de ces circuits. Cette diffusion élargit le public, tout en rendant les interventions plus complexes. La multiplicité des routes complique aussi la compréhension du phénomène. Il n'existe plus un parcours unique, mais une constellation de trajets.
chacun adapté à un contexte particulier. Cette diversité rend toute généralisation hasardeuse. Elle oblige à penser la cocaïne comme un système plutôt que comme un objet isolé. Dans ce système, chaque acteur n'a qu'une vision partielle. Les cultivateurs ignorent souvent les destinations finales. Les transporteurs ne connaissent pas les producteurs. Les distributeurs locaux n'aperçoivent qu'une fraction du réseau. Cette fragmentation protège l'ensemble, tout en accentuant la déshumanisation des échanges. La cocaïne, en circulant ainsi, devient un lien invisible entre des réalités très différentes. Des régions rurales aux métropoles, des zones de pauvreté aux espaces de consommation ostentatoires. Elle relie ces mondes sans jamais les réconcilier. Elle traverse les frontières sociales et géographiques sans créer de continuité. Ce mouvement incessant génère une inertie propre. Une fois les routes établies, il devient difficile de les fermer sans conséquences imprévues. Chaque intervention déplace le problème, le reconfigure. Les réseaux s'adaptent, parfois plus rapidement que les institutions. Cette adaptabilité nourrit un sentiment d'impuissance chez certains observateurs. Elle alimente l'idée que la cocaïne est insaisissable, qu'elle échappe à toute tentative de contrôle. Cette perception peut conduire à des réponses plus radicales, moins nuancées, renforçant parfois les dynamiques qu'elles cherchent à combattre. Pourtant, ces réseaux ne sont pas invincibles. Ils dépendent de contextes précis, de complicité et de failles, mais les identifier demande une compréhension fine, dépassant les approches simplistes. Il ne s'agit pas seulement de fermer des routes, mais de comprendre pourquoi elles existent. Les nouvelles routes de la cocaïne révèlent des déséquilibres plus larges, des inégalités économiques, des manques de gouvernance, des besoins non satisfaits. La substance prospère là où ses failles se croisent. Elle n'en est pas la cause unique, mais elle les exploite avec une efficacité remarquable. À ce stade, la cocaïne n'est plus seulement une poudre qui circule. Elle était un réseau en mouvement, un système qui s'adapte aux pressions, qui redessine des territoires sans jamais se fixer. Cette mobilité constante est sa principale force, mais aussi sa fragilité potentielle, car plus un système devient complexe, plus il dépend d'équilibres subtils. Une rupture inattendue, un changement structurel, peut produire des effets en cascade. Les routes clandestines, aussi flexibles soient-elles, ne sont pas éternelles. La question qui se pose désormais n'est plus de savoir où circule la cocaïne, mais ce que cette circulation révèle des sociétés qu'elle traverse. Chaque route est un symptôme. Chaque détour raconte une histoire de contraintes et de choix. En suivant ces chemins invisibles, on ne suit pas seulement une substance, on observe un monde en tension, cherchant à maintenir des flux malgré des tentatives répétées de portée de contrôle. Et dans cette observation, une réalité s'impose lentement. Tant que les conditions qui rendent ces routes nécessaires persistent, la cocaïne continuera de trouver des passages. Cette compréhension prépare la dernière étape de cette trajectoire. Celle où la substance, après avoir redessiné des routes et des réseaux, laissera une empreinte durable sur les structures mêmes des sociétés qu'elle traverse. Lorsque l'on observe la trajectoire complète de la cocaïne, depuis la feuille discrète des hauteurs andines jusqu'aux réseaux mondiaux clandestins, une évidence s'impose lentement. La substance elle-même n'explique pas tout. Elle agit comme un révélateur. Elle met en lumière des structures déjà fragiles, des déséquilibres latents, des attentes collectives rarement interrogées. La cocaïne ne crée pas ces failles, elle les traverse, les amplifie, les rend visibles. Dans les sociétés industrielles, elle a trouvé un terrain préparé de longue date, une valorisation constante de la performance, une difficulté croissante à accepter les limites biologiques, une fatigue devenue structurelle. La cocaïne s'est insérée dans cet espace comme une réponse chimique à des exigences sociales. Elle a offert, pour un temps, l'illusion d'un ajustement possible. Plus d'énergie, plus de concentration, moins de repos. Cette promesse a été accueillie non comme une exception, mais comme une continuité logique. Ce qui frappe avec le recul, c'est la constance du déni initial. À chaque étape, les signaux ont été interprétés comme secondaires. Les effets indésirables ont été individualisés, isolés, minimisés. Les institutions ont préféré corriger à la marge plutôt que de remettre en question les cadres qui rendaient la substance désirable. Ce réflexe n'est pas propre à la cocaïne. Il est caractéristique de systèmes qui fonctionnent à flux tendu. Dans les régions productrices, la cocaïne a révélé une autre fragilité, celle d'économies dépendantes, exposées aux fluctuations de marchés lointains. La coca, plante intégrée autrefois à des usages locaux, a été aspirée dans des logiques globales. Cette transformation a déplacé le centre de gravité des décisions, éloignant les communautés de toute maîtrise réelle.
La violence qui en a résulté n'est pas soudaine. Elle est lente, cumulative, souvent invisible à distance. La cocaïne ne s'impose pas par la force brute. Elle s'insinue. Elle exploite des opportunités, des manques, des besoins non satisfaits. Elle prospère là où les institutions sont faibles, mais aussi là où elles sont trop rigides pour s'adapter. Elle circule entre ces deux extrêmes, trouvant toujours des interstices. Dans les sociétés consommatrices, la réponse a souvent été morale avant d'être structurelle. La cocaïne a été désignée comme un ennemi extérieur, une menace à éradiquer. Cette désignation a permis de détourner le regard des conditions internes qui soutenaient la demande. La criminalisation a produit des effets visibles, parfois spectaculaires, mais elle a rarement réduit les dynamiques profondes. La stigmatisation des usagers a renforcé ce déplacement. En réduisant l'usage à une faute individuelle, elle a empêché une compréhension collective. La dépendance a été traitée comme une déviance, non comme un symptôme. Cette approche a isolé les individus, rendant plus difficile toute prévention ou accompagnement durable. À travers ces réponses fragmentées, la cocaïne a continué de circuler. Elle a changé de forme, de route, de statut. Elle s'est adaptée aux cadres imposés, parfois plus rapidement que ceux-ci ne pouvaient en évoluer. Cette adaptabilité n'est pas le signe d'une puissance propre, mais d'une adéquation persistante avec des contextes sociaux spécifiques. Ce que révèle la cocaïne, au fond, c'est une tension constante entre contrôle et désir. Les sociétés modernes cherchent à réguler ce qui perturbe leur fonctionnement, tout en produisant les conditions de cette perturbation. Elles valorisent l'intensité, la rapidité, la disponibilité permanente, puis s'étonnent des outils qui émergent pour soutenir ces valeurs. La feuille de coca, dans son usage traditionnel, imposait une lenteur. Elle inscrivait ses effets dans des gestes répétés, encadrés, partagés. La cocaïne, isolée, industrialisée, clandestinisée, a perdu ses limites. Cette perte n'est pas seulement chimique, elle est culturelle. Elle reflète une difficulté plus large à maintenir des cadres collectifs face à des dynamiques d'accélération. En retraçant cette histoire, il devient clair que la cocaïne n'est ni un simple accident, ni une anomalie. Elle est seule le produit d'un enchaînement cohérent de décisions, de priorités, de renoncements. Chaque phase a été justifiée par des raisons valables à court terme. Ensemble, elles ont construit une trajectoire difficile à infléchir. Il serait tentant de conclure par une solution nette, une réponse définitive. Mais l'histoire de la cocaïne montre que les réponses tant simples produisent souvent des effets complexes. Interdire sans comprendre, tolérer sans encadrer, médicaliser sans questionner, ces approches contrôles ont toutes montré leurs limites. La question la plus persistante n'est donc pas celle de la substance et étrange au pas ses croissances, mais celle du cadre. Quel type de société produisant un besoin constant de stimulation? Quels rythmes rendent le repos insuffisant? Quelles inégalités transforment une plante en enjeu de survie économique? Tant que ces questions restent périphériques, la cocaïne ou une autre substance aux effets similaires trouvera sa place. Aujourd'hui, la cocaïne est souvent présentée comme un héritage indésirable, une erreur du passé. Mais cette lecture est incomplète. Elle continue d'exister parce qu'elle répond à des réalités présentes. Elle s'inscrit dans des logiques toujours actives. La considérer uniquement comme un fléau empêche de voir ce qu'elle reflète. Dans le silence qui entoure ces trajectoires, la cocaïne raconte une histoire plus large. Celle de sociétés qui cherchent à repousser leurs limites sans toujours accepter leurs conséquences. Celle de systèmes qui externalisent dans leurs tensions vers des marges géographiques ou sociales. Celle d'une modernité qui peine à ralentir. La feuille sacrée des Andes n'a jamais promis l'illimité. Elle accompagnait le corps sans prétendre le transformer. La cocaïne, telle qu'elle a été produite et diffusée, apportait une autre promesse, celle d'un dépassement constant. Cette promesse, comme toutes celles qui ignorent dans les équilibres fondamentaux, a un coût. Observer la cocaïne, ce n'est pas seulement observer une substance, c'est regarder une société à travers ce qu'elle consomme, ce qu'elle interdit, ce qu'elle tolère, c'est écouter ce que révèle le silence derrière, les flux, les lois, les discours, et peut-être qu'au-delà des routes clandestines, des traités et des interdictions, la question la plus durable demeure celle-ci. Que dit notre rapport à la cocaïne de notre rapport au temps, à l'effort et aux limites que nous acceptons ou refusons de reconnaître ?